Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur Pascal Urien. Monsieur Urien est ingénieur de l'École centrale de Lyon et docteur en informatique. Il est actuellement professeur à l'ENST Paris dans le département informatique et réseau. Il est notamment auteur de plusieurs dizaines d'articles et d'une douzaine de brevets relatifs au réseau et à la sécurité. Et il porte un intérêt tout particulier pour les cartes à puce. Actuellement, il travaille activement sur la définition d'une nouvelle génération de cartes EAP qui sont destinées au réseau sans fil 802.11. Ces composants sont d'ailleurs décrits dans un draft IETF et en cours d'analyse dans le comité WLAN Smart Card Consortium. C'est donc tout naturellement qui va nous parler des cartes à puce EAP. Bon, bien, bonjour. Oui. Donc, je ne me présenterai pas. Je vais vous parler de la carte EAP. La carte EAP, une génération de cartes à puce pour les réseaux sans fil. Je vais vous expliquer pourquoi. On est content parce qu'il y a 2 jours, mardi, c'était l'ouverture du salon carte à Paris. Alors, c'est le plus grand salon de la carte à puce. Et on a gagné le prix 7 cartes à gagner que vous voyez là. J'ai dans la poche. C'est une carte, mais ce que vous voyez, c'est qu'elle a des pointillés, et donc on met ça dans un token USB, enfin, quelque chose qui a un format USB, et donc en fait, c'est une carte à puce, mais ça peut se mettre au format USB, donc ça s'intègre à toutes les machines qui ont un port USB, c'est-à-dire qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc on a eu ce prix, et on est content. Parce qu'on a eu ce prix en tant qu'académique, moi je suis professeur-chercheur, et que depuis 8 ans que ce prix existe, ça n'était jamais arrivé, donc c'est toujours bon à prendre. Bon, alors, introduction sur la sécurité dans les réseaux sans fil, on en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre, mais 2 choses quand même sur ce qu'amènent les réseaux sans fil. D'abord, il y avait un de mes anciens chefs, il disait, avant qu'une nouvelle technologie passe dans les mœurs, il faut 20 ans. Donc là, ils ont 4 ans, donc il faut le temps. 2 choses quand même. J'étais justement à l'IUTF il y a une dizaine de jours, à Minneapolis, à la frontière canadienne. Et donc l'IUTF, à chaque fois que se tient un congrès UTF, il Wi-Fise complètement l'hôtel. Une remarque, c'est qu'ici, on est dans une salle de conférence. On est en train de parler de réseaux sans fil et notre salle n'est pas Wi-Fisée. Donc ça veut dire qu'il y a encore du temps avant qu'on mette du Wi-Fi. Donc j'étais à l'hôtel de l'IUTF et je me suis mis dans un canapé. C'était un hôtel de plusieurs milliers de personnes, un hôtel Hilton, très gros, immeuble de 12 étages, etc. Et donc, comme l'hôtel était Wi-Fisé, j'ai allumé mon PC sur un canapé et avec un logiciel que je ne nommerai pas, il était midi à Minneapolis et 8h du soir en France, 20h, j'ai sorti ma webcam et j'ai fait une petite webconférence, une petite visioconférence avec la France et en direct. Bon. Ça a marché, pas mal. Bon, on était coupé parce qu'on était quand même sur l'IUTF, c'est 2500 personnes. 2500 personnes qui travaillent sur le Wi-Fi. Donc, c'est beaucoup de monde. Puis c'est des fous, quoi. C'est des gens qui allument leur PC, qui mangent avec leur PC, etc. Mais n'empêche que j'ai tenu une visioconférence avec la France qui a duré une bonne heure. Alors, j'ai montré l'hôtel, j'ai envoyé des photos, on a fait un peu de son, etc. Et donc, ça montre qu'en fait, quand même, c'est une révolution qui est en train de se mettre en marche petit à petit. Parce que ça veut dire on a IP sans fil. Et par exemple, pour la première fois, j'ai pas payé de communication téléphonique entre la France et les États-Unis parce qu'une demi-heure de connexion avec la maison, ça me suffisait amplement. Une demi-heure, 1 heure. Donc on jouait avec ma fille en fait. Et donc c'est une révolution qui se met en place lentement. Une deuxième chose, on a parlé de la sécurité. Bon, les gens disent la sécurité finalement c'est pas de mettre des problèmes nouveaux. Oui, mais moi je vais vous parler d'un problème qui est nouveau. Donc beaucoup de gens mettent des réseaux sans fil chez eux et n'activent pas le web, parfait, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, tout simplement, un problème d'éducation. Et donc ils utilisent ça pour accéder à Internet, etc. Et donc quelqu'un se gare à côté de chez eux, à 20 ou 30 mètres de chez eux. Ce quelqu'un se connecte à leur réseau sans fil et il s'en va surfer. Et il s'en va surfer sur tous les sites interdits, trafic de drogue, etc. Et donc, à partir de là où il émet du spam, des virus et ce genre de choses, à partir de là, il utilise l'adresse IP de quelqu'un. Ce quelqu'un se dit, c'est pas de ma faute, mais en fait, civilement, vous êtes responsable de votre adresse IP.
C'est-à-dire, si un délit est commis, c'est avec votre adresse IP de ce moment-là que le délit est commis. Donc l'individu qui va être attaqué, c'est vous et pas le hacker qui est dans la rue. Et ça, c'est pas de la science-fiction, parce que ce qu'on a vu à chaque fois que les gens ont déployé des réseaux sans fil, sans sécurité, c'est que ce genre d'événement est toujours arrivé. Ça arrive toujours. Le NST a été hacké il y a 15 jours et des gens ont diffusé des informations indésirables sur le réseau, assez indésirables. Bon. Donc, ce qui introduit cette sécurité, c'est que cette nouvelle technologie, c'est que maintenant on peut se connecter à l'IP en sans fil, et donc il y a quand même le fait qu'elle soit disponible largement, un besoin de sécurité qui existait avant dans les réseaux câblés, mais qui est très largement accéléré par l'aspect sans fil. À titre de mémoire, toutes les entreprises américaines qui avaient déployé des réseaux sans fil dans les années 2000 les ont retirés en attendant d'avoir des normes de sécurité réellement efficaces. Enfin, pour la petite histoire, ce qui pousse les réseaux sans fil dans les entreprises, c'est la rentabilité, puisqu'on a certains consultants disent que le fait d'avoir un réseau sans fil augmente la productivité d'un employé de 25% par jour, donc en plus, ça peut rapporter. Bon, juste un petit rappel quand on regarde 802.11, on s'aperçoit que tout de suite, les gens donc 802.11 est une norme de 1999, et on a tout de suite pensé à l'authentification, puisque en préambule, avant qu'on fonctionne, avant qu'on utilise un réseau, il faut s'authentifier, avant même d'être associé, il faut s'authentifier à ce réseau. Donc aujourd'hui, l'authentification, les gens avaient pensé à une procédure sécurisée en web pour cette authentification. Cette procédure ne marche pas parce que web a été cassé, j'en dire deux mots. Enfin, il faut relativiser aussi ce qu'on appelle casser le web. N'empêche qu'aujourd'hui, dans la machine d'état de cette norme 802.11, on traîne un état authentifié qui en fait est authentifié, qui ne veut plus rien dire puisqu'on est authentifié et pas authentifié. Enfin, ça va rester durablement dans la 802.11. Avant de vous associer, il faut vous authentifier et c'est comme ça. Bien, web. Bon, juste parce que web, on ne peut pas dire que web est mort, parce que si vous allez aujourd'hui dans un store informatique en France, ce que vous achetez, c'est du web. Très difficile dans un store informatique de trouver un access point EAP. Je dirais deux mots tout à l'heure de WPA, mais quand vous allez aux États-Unis en ce moment, tous les access points sont WPA, c'est clair. Et ce qu'on nous vend en France, c'est des access points web. Il nous faut dans 2 ans, quand on aura peut-être éliminé les surplus des fabricants américains, les Français auront des access points sécurisés. Pour l'instant, un vendeur va vous dire web, ouais, je connais ça, et vous dites WPA, non, je connais pas, qu'est-ce que c'est? Bon, 802.11, etc., c'est réellement folklorique. En France, en tout cas. Donc, web, à la base, ce qu'il faut aussi, comme par hasard, si vous regardez web, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans web? Ça a été standardisé à l'I3E. Je crois que les gens des I3E, c'était des gens intelligents. Vous apercevez que le chiffrement des trames est fait dans la carte réseau. C'est bizarre. Ça a été fait par des gens qui faisaient des cartes réseau. Donc, pour augmenter le prix et l'intelligence des cartes réseau, ils se sont dit, tiens, on fait le chiffrement RC4 dans la carte réseau. Si vous y réfléchissez un peu, un pilote d'une carte réseau, ça sait faire un chiffrement, et ça sait le faire assez vite. Donc c'était un choix, je disais, c'est un choix de constructeur, cryptographie, ils connaissaient un petit peu. Et donc, ce qu'on peut dire sur Web, essentiellement, ce qu'on reproche à Web, c'est qu'il y a un jeu de 4 secrets statiques. On ne sait pas très bien quand on confie un access point, d'ailleurs, ce que ça veut dire 4, mais lequel vous utilisez, vous en utilisez un. Et aussi quelque chose qu'on aurait pu faire aussi, on n'a pas dit, ce jeu de secrets statiques, on peut l'allouer pour tous les utilisateurs ou un par utilisateur, en faisant une association avec une trame MAC. Bon, ce genre de choses est flou, mais quand vous regardez un access point aujourd'hui, il utilise une seule clé. Il en utilise 4, mais le poste client, en gros, est capable que d'en utiliser une. Donc on est ramené à une seule clé. Bon, alors qu'est-ce que, pour être bref, parce que tout ça est bien résumé, c'est bien écrit sur le papier, ce qu'on reproche à Web aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'intégrité, donc on peut l'attaquer par bit flipping, et on peut très bien modifier un bit particulier de la trame, et ce sera une bonne trame chiffrée. Genre de choses, vous mettez la valeur du TTL à 1, et donc il expire sur la première passerelle, et donc vous récoltez une trame ICMP connue, ce qui vous permet d'obtenir une trame en plus. Bon, aujourd'hui, la mort de Web, la mort, tout est relatif, c'est l'attaque de Flurer et Hall, et c'est une attaque qui doit dater de 2 ans, et en fait, ce qu'a montré Flurer, c'est qu'il y avait un problème de sécurité dans la manière dont la clé RC4 a été calculée, et qu'en fait, on cassait n'importe quel secret en environ 4 millions de trames. Donc en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur Web, c'est que si vous utilisez plus d'1 million de trames,
quelqu'un qui écoute peut casser la clé que vous utilisez. Voilà la finalité. Alors évidemment, cette chose-là est renforcée par le bit flipping, parce qu'un attaquant, c'est quelqu'un qui va générer, mais justement, des trames particulières pour en faire générer au réseau. Donc quand il en aura une collection suffisante, en gros, il faut une dizaine de minutes, si on vous charge, 10 minutes, on obtient un secret web. Voilà pour le point de web. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je peux vous dire aussi qu'en 1999, l'université de Berkeley a cassé les cartes SIM. Les cartes SIM que vous avez tous dans votre GSM. Donc vos cartes ont été cassées en 1999 parce qu'il y a un algorithme qu'on appelle le COMP 128.1. Il s'est avéré que tous les providers, tous les carriers ont utilisé le même algorithme de chiffrement. Donc quelqu'un qui avait du temps à Berkeley, il l'a cassé. Donc il l'a cassé, mais il l'a cassé en 2 puissance 19 essais, c'est-à-dire en gros, il faut entre 250 000 et 500 000 mesures pour casser la clé KI qui est dans votre carte SIM. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut téléphoner 250 000 à 500 000 fois, c'est beaucoup. Donc ça veut dire que c'est une attaque qui n'est pas réaliste si vous utilisez votre téléphone normalement. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait les fournisseurs de services téléphoniques? Eh ben, ils ont adopté un autre algorithme qu'on appelle le COMP 128-2. Et comme on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on dira qu'il n'est pas cassable. Bon, comme web ne marche pas, il y a des tas de gens, je vous dis tout simplement tout ça sur le papier. Ce qu'on appelle l'architecture d'abord, vous pouvez utiliser un tunnel IPsec. C'est ce que tous les VIP du monde entier font, et ça marche très bien. Vous utilisez un tunnel IPsec. Inconvénient, on ne surfe pas avec un tunnel IPsec, c'est clair, c'est pas fait pour le particulier. Et sinon, ça marche très bien. Et inconvénient, on protège le contenu de l'information, mais on ne protège pas son accès. C'est-à-dire IPsec ne vous dit pas qu'il y a par exemple, IPsec, on a fait ça dans une réunion il y a 2 mois, on était à côté d'une entreprise, Bouygues pour ne pas la citer, il y avait un access point, ils étaient à 20 mètres de l'autre côté de l'hôtel, on s'est servi de leur access point pour lire le courrier. Nous, on était protégés par IPsec, mais eux, on utilisait leur accès. Donc IPsec ne protège pas, IPsec protège l'information, pas les accès à votre réseau. Alors le WFG, que c'est un projet de la NASA, c'est en gros ce que les fournisseurs de hotspots utilisent, c'est simplement le fait qu'il y a une espèce de passerelle, et tant que vous n'avez pas donné votre numéro de carte bleue, cette passerelle, elle vous donne une adresse IP, mais elle bloque tous vos accès. Et si vous payez avec votre carte de crédit, vous avez, moyennant $10 l'heure, accès à Internet en travers le sans-fil. Bien sûr, vous n'êtes pas protégé. Donc, par exemple, typiquement pour le VIP, il utilise son IPsec. Autre solution, les access control list, donc le contrôle des accès Mac. Bon, c'est suffisant quand vous avez des utilisateurs qui sont raisonnables, c'est-à-dire que ce ne sont pas de méchants hackers qui écoutent et qui changent leurs adresses Mac tout le temps. Donc, 802.x. Alors, à la base, 802.x a été fait pour les hubs, pour les commutateurs donc on en a déjà largement parlé. Donc, ce qu'il faut comprendre dans 802.x, c'est qu'on fait une authentification mutuelle entre un serveur d'authentification et le supplicant, donc celui qui désire accéder au réseau. L'access point est relativement neutre par rapport à cette authentification. Et donc le serveur Radius, lui, alors ça c'est pas décrit dans la norme. Ce serveur Radius est connecté à un monde qui fait l'authentification. Alors si vous êtes dans le monde de Microsoft, c'est Active Directory. Si vous êtes dans le monde de la téléphonie mobile, c'est le Host Location Register, donc la base de données qui contient votre abonnement. Et puis donc on peut comme ça se connecter à différents mondes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que authentifier, c'est payer aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse pression sur le marché de l'authentification, tout simplement parce que c'est là où sont les affaires. Derrière l'authentification, il y a le paiement. Autre chose, donc la première chose qu'introduit 802.x, c'est que la clé est statique. La clé RC4 qui est cassée au bout de 1 ou 4 millions de trames, maintenant elle est dynamique. Donc par exemple, vous pouvez chez moi, j'ai une installation sans fil, donc je change ma clé web toutes les 5 minutes ou toutes les minutes. Donc si vous arrivez à casser web en moins d'1 minute, vous cassez mon réseau, mais moi je la change toutes les minutes et je la distribue par du 802.x. Donc j'ai un access point Cisco classique et donc j'ai un serveur Radius à moi qui me change ma clé toutes les minutes. Donc maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours web et EAP, c'est en gros ce que vend Cisco dans l'EAP.
Bon, donc il y a aussi une Teletrame pour la distribuer, cette clé. Ça, c'est important. C'est le fameux petit icône sous Windows, la clé m'est fournie automatiquement, que peu de gens utilisent parce qu'ils ont peu de méthodes pour leur distribuer une clé. Donc voilà les deux choses importantes sur 802.x. Bon, Radius. Quelle sécurité sur Radius? Radius, c'est le lien entre l'access point et le serveur d'authentification. Bon, Radius, il y a des gens qui disent, bon, sa sécurité, c'est assez faible. En fait, c'est une sécurité par mot de passe. Donc, en gros, il y a un accès, il y a un secret qui est partagé entre l'access point et le serveur Radius. C'est-à-dire, en gros, c'est un mot de passe. Et les requêtes sont signées. Et d'ailleurs, dans la première version de Radius, d'ailleurs, dans la RFC originale de Radius, il y a un bug puisque les requêtes, les fameuses requêtes envoyées par l'access point, celles qui sont ici les access requests, ces access requests ne sont pas authentifiés. Donc il y avait un bug de sécurité à l'origine sur Radius. Ils n'avaient pas pensé qu'on pouvait envoyer une requête d'un endroit, on va dire, d'un rogue NAS ou d'un rogue access point. Donc il y a une signature qu'on doit rajouter au message, en particulier au message access request émis par l'access point. D'ailleurs, sur certains serveurs Radius, vous avez un petit onglet pour dire rejeter les messages qui ne comportent pas l'attribut numéro 80. Et si vous ne le mettez pas, vous avez une sécurité qui est quand même pas terrible. Bon. Donc 802.11i, alors donc avec tout ça, donc on a vu EAP, on a vu 802.11i. Ah non, pas EAP. 802.11i, donc ça a été fait, 802.11i à la base, des gens ont dit, puisque RC4 ça marche pas, on va faire de l'AES. Bon, mais l'AES ça veut dire, comme c'est pas oublier que les gens qui normalisent, qui sont en I3E sont des fabricants de matériel. Donc comme par hasard, si vous passez de RC4 à ES, il faut changer tout votre matériel. Donc quand les gens disent, on va attendre 802.11i, n'oubliez pas que passer à 802.11i, ça veut dire changer toutes vos cartes réseau, tous vos access points, parce que le chiffrement est fait par le matériel. Donc 802.11i, ça veut dire vous changez tout. Bon, changer tout, ça veut dire c'est pas pour tout de suite quand même. Hein. C'est pas pour tout de suite. Vous devenez complètement incompatible. Voilà ce que ça veut dire 802.11i. Donc 802.11i introduit deux types de protocoles. TKIP, qui est le successeur de Web. Au début, il s'appelait Web 2, puis comme on a trouvé que c'était pas bien, on l'a appelé TKIP, ça fait quand même plus kitsch. Et puis une norme de chiffrement qu'on appelle le CCMP, qui est basée sur AES. Ça se complique parce que maintenant vous avez des access points qui peuvent marcher sur plusieurs types de protocoles. Ils peuvent faire du web, ils peuvent faire du TKIP, ils peuvent faire de l'AES. Donc on a créé des éléments d'information pour dire ce que l'access point il sait faire. Et puis après, vous, en tant que client, vous dites j'utilise tel ou tel protocole de sécurité. Et puis il y a WPA dont on va parler tout à l'heure. Donc 802.11i introduit une hiérarchie de clés. Alors ce qui est nouveau dans 802.11i, c'est qu'il y a une mutuelle authentification entre l'access point et la carte réseau. C'est quelque chose qui manquait effectivement, qui manque actuellement dans 802.x parce qu'il n'y a pas de mutuelle authentification entre les deux parties. Mais on trouve ça. On voit aussi quand on regarde, donc il y a une clé maître qui est calculée à la fin de la session d'authentification EAP. On voit aussi comme par hasard arriver ce qu'on appelle une pre-share key, c'est-à-dire en gros un secret partagé qu'on met entre l'access point et la carte réseau. Et ça sert à quoi? Ça sert en fait à court-circuiter 802.x. Donc c'est le vieux démon des gens qui fabriquent du matériel pour dire on fait une authentification entre l'access point et la carte réseau et on enlève le serveur d'authentification. Donc aujourd'hui, si sur du Windows XP pack 1, vous mettez le client WPA, il y a un petit onglet utiliser PSK et ça veut dire pas besoin de 802.x pour que ça fonctionne entre un access point et une carte réseau. Donc vous voyez que le vieux démon des gens qui font des cartes de dire finalement on n'a pas besoin de ce serveur d'authentification, il est toujours là dans 802.11i. Donc dans 802.11i, il y a un mécanisme de distribution des clés qui a été renforcé. Donc il y a ce qu'on appelle un scénario à 4 passes. Et ce qui est d'important, c'est qu'il y a effectivement une mutuelle authentification entre le supplicant, donc celui qui désire accéder au réseau sans fil, et l'access point. Bon, et tout ça est détaillé. Tout ça est détaillé. Ce qui est important, c'est qu'on a la même philosophie, ou plutôt, mais la philosophie, c'est affirmé. Le but de l'authentification, c'est de calculer une clé maître qu'on appelle le PMK. C'est ça, finalement, ce qu'on récupère. Et quand on a une clé maître entre access point et authentificateur, on a les éléments pour établir des clés de session. Dernier point à remarquer aussi, c'est qu'on n'a pas normalisé jusqu'à présent comment est-ce que le serveur Radius délivre la clé maître qui a été calculée à l'access point. C'est pas normalisé, il n'y a aucune norme
qui dit comment on fait. Alors, qui l'a normalisé? Je vous le dis, moi, qui l'a normalisé, c'est Microsoft, parce que finalement, à travers deux attributs qu'on appelle le MSPPE Receive Key et MSPPE Send Key, c'est finalement la manière dont on délivre à l'Access Point les clés de session. Et les Access Points, Cisco utilisent ça. Et c'est cette méthode-là qui est utilisée après dans le fameux onglet qui s'appelle « Je reçois la clé automatique ». Alors, le WPA, est-ce que je parle de EAP? Non, je ne parle pas de EAP. Alors, je parlais deux mots sur EAP. Tout le monde a présenté EAP. Faut savoir quand même qui a inventé EAP, c'est la bonne question. Qui est chairman de l'IETF dans la commission EAP? Qui a écrit toutes les RFC de EAP? Je vous le dis, c'est Bernard Aboba, qui travaille chez Microsoft, qui est l'architecte de sécurité chez Microsoft. Donc il faut savoir que EAP est quelque chose qui est 100% Microsoft. Ça se comprend tout à fait. Vous avez 500 millions de PC. Les gens utilisent PPP pour se connecter. La mobilité avant le sans-fil, la mobilité sur IP, ça s'appelle PPP. Quand vous êtes un utilisateur qui n'utilise pas un réseau local d'une entreprise, vous utilisez PPP. Donc vous êtes mobile sur PPP. Donc sur PPP, il y a un protocole d'authentification mal ficelé. Donc EAP, c'est le parapluie à mettre des protocoles à authentification. Ça évite de changer PPP à chaque fois, d'inventer un nouveau protocole d'authentification. Donc c'est Microsoft qui a inventé EAP. Donc qu'est-ce que c'est que le WPA? Il s'est avéré que 802.11i, c'est bien, c'est le futur, mais il faut changer toutes les cartes et les access points. Donc Microsoft et 200 entreprises ont trouvé que ça allait un peu trop lentement. Donc finalement, ils ont créé ce qu'on appelle le WPA, qui est le 802.11i, stabilisé au mois de mars. Je crois que c'est le numéro 5, elle doit être stabilisée. Enfin, le WPA est une norme, entre guillemets, qui date du mois de mars 2003 et qui donc est compatible avec un draft 802.11i et donc qui est basé sur TKIP et qui utilise donc un protocole qui s'appelle le WPA, qui est en gros un profil 802.11i. Aujourd'hui, tous les access points sont WPA, tous les cartes sont WPA et ce qui va se vendre, c'est du WPA. Donc si WPA fonctionne, à mon avis, 802.11i, ce sera pour après, mais vraiment pour après, parce qu'il faudra changer tout le parc Wi-Fi installé. Voilà pour les enjeux. Donc je pense que je vous ai à peu près présenté ce qu'il fallait présenter sur... Donc qu'est-ce que c'est que le rôle de la carte à puce là-dedans? Alors le rôle de la carte à puce, c'est de penser que il faut que les secrets soient stockés dans un espace sûr et de confiance. C'est-à-dire que le secret, c'est pas un mot de passe. Elle est pas clonable. Un argument que je donne souvent, c'est quand vous rentrez dans une entreprise, vous ne donnez pas un mot de passe. Donc les réseaux sans fil, c'est la façon de rentrer soit dans une entreprise, soit chez quelqu'un. Donc c'est pas clonable. Ça veut dire si je vous donne un secret pour accéder à une entreprise, le secret reste dans la carte. Vous pouvez me la donner à quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas le multiplier. C'est pas un virus, ça se diffuse pas. Si demain je vous mets dehors, finalement, je sais une chose, c'est que le secret est dans la carte. Mais donc je sais une chose, c'est que vous ne l'avez pas donné à 1000 personnes. Donc vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans votre carte. Il y a des codes PIN ou éventuellement des techniques biométriques. D'une part pour que la carte soit activée par son porteur et d'autre part pour que l'émetteur de la carte puisse modifier les données qui sont à l'intérieur. Je peux en émettre beaucoup. Il y a 1 milliard de cartes qui ont été produites en 2003. Alors, il y a plusieurs facteurs de forme. Bon, bien sûr, il y a les cartes de crédit. Nous, en Europe, on en a beaucoup. Il y a les cartes SIM. Vous en avez tous une dans votre téléphone avec, peut-être un comp 128-1 qui a été craqué. Mais ça marche quand même. Ça marche quand même pour ce que vous en faites. Et il y a des interfaces USB, c'est ce que je vous ai montré. Donc, ça permet d'utiliser des ports USB. Donc, ça peut fonctionner sur n'importe quelle machine aujourd'hui munie d'un port USB. Les performances sont suffisantes. On fait un calcul d'une clé RSA de 1048 bits en moins d'une seconde, donc c'est pas mal, ça nous suffit. Et 2048 bits, que je sache, c'est pas cassable tout de suite. Et puis les capacités mémoire aujourd'hui sont de l'ordre de 64 kilooctets si vous utilisez de l'E2PROM, mais avec de la technologie flash, vous passez 1 mégaoctet, et ça, c'est disponible aujourd'hui. Bon, question processeur, vous avez quelque chose qui fait aller autour de 50 MIPS, entre 10 millions de bits d'instructions par seconde et 50 millions de bits d'instructions par seconde. Bon, alors comment on peut utiliser les cartes à puce avec les avantages que j'ai évoqués là? Bon, il y a eu l'idée, c'est de dire tout le monde fait sa carte à puce pour son réseau.
Et donc, ça s'intègre dans une architecture, dans l'architecture Microsoft, par exemple. Et donc, quand on utilise ce genre de choses, on utilise ce qu'on appelle des API qui vont masquer à haut niveau le fait que vous utilisez des composants qui ne sont pas standardisés. Donc, il y a PKCS 11, par exemple, qui a été édité par la société RSA, où vous avez, dans le monde Microsoft, ce qu'on appelle les Cryptographic Service Providers, qui sont les modèles de cryptographie utilisés sur les plateformes Microsoft. PKCS 11, c'est quelque chose qu'on trouve plus dans les univers Linux, etc. et aussi sur des plateformes Microsoft. Donc, faire ce que vous utilisez quelque chose, utiliser des cartes bien connues. Alors, les cartes bien connues, aujourd'hui, celles qu'on produit à raison de 500 à 600 millions d'exemplaires par an, c'est les cartes SIM. Donc, les cartes SIM sont des cartes bien connues. Mais dans votre poche, vous avez des cartes bancaires B0' ou EMV. EMV, pas encore. Mais par exemple, une carte B0', c'est quelque chose qui sait faire une signature. Si vous savez signer, vous savez vous authentifier. Parce que finalement, le problème de l'authentification, ça sera même bon an, mal an, une signature. Bon, sur une valeur aléatoire. Mais en gros, c'est ça. Donc, utiliser les choses qui existent. L'avantage, c'est que vous n'avez pas à les fabriquer. Et enfin, utiliser un nouveau type de composants, c'est ce que j'appelle la carte EAP, un composant qui est fait pour l'environnement sans fil. Voilà. Bon, alors il y a un consortium qui s'est créé aujourd'hui dans ce consortium qui s'appelle le WLAN Smart Cards Consortium. Dans ce consortium, il y a aujourd'hui une vingtaine de membres, dont le NST. Bon, bien sûr, on va retrouver tous les grands fabricants de cartes à puce. Axalto, Schlumberger, GM+, Giesecke et De Vries, Oberthur, etc. On va aussi trouver des entreprises assez grosses comme Alcatel, Sagem, Texas Instruments, des gens qui travaillent autour du sans-fil. Et puis des fabricants de composants comme Atmel ou SCM Microelectronics. Et puis des startups comme Ucopia, qui est la startup de Paris 6, qui fait des solutions sécurisées pour le sans-fil, des startups américaines comme RAD Technologies, etc. Donc il y a un monde, parce qu'il y a quand même, autour de l'authentification dans les réseaux sans fil et de la gestion de la mobilité aussi, il y a quand même une problématique qui essaye de se mettre en place. Bon, alors ce consortium a fabriqué un modèle, il faut toujours commencer par un modèle. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'en bas du modèle, vous avez des cartes qui peuvent être ce qu'elles sont. Donc il y a des cartes. Ces cartes sont accessibles par une interface qu'on appelle des APDU, donc des systèmes un ensemble de commandes qui peuvent être plus ou moins normalisées. Ces ensembles de commandes sont utilisés par un handler, donc un pilote qui va implémenter une méthode EAP particulière. Et donc, ce pilote logiciel s'interface alors à la machine EAP, ce qu'on a appelé le transport, à la machine EAP du système que vous utilisez. Bon, le système, clairement, qui est le plus avancé dans la machine EAP, c'est Windows, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que EAP, c'est Windows. Et la sécurité dans le sans-fil, aujourd'hui, est assez, on dira, assez poussée par Microsoft, qui est quand même moteur sur cet aspect-là, il faut quand même le savoir, paradoxal, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, il y a dans les plateformes Windows, il y a un moteur. Alors dans les plateformes Unix, ça se met en place doucement. Et justement, les problèmes qu'on a pour interfacer une carte à puce dans ce monde-là, c'est qu'il vous faut quand même une pile logicielle qui ressemble à quelque chose. Si tout le monde fait ce qu'il veut partout, on va avoir du mal effectivement à développer des cartes à puce, à développer ces solutions sur des systèmes standards. Donc il y a également, mais la carte que je vous ai montrée tout à l'heure a la particularité, sinon on n'aurait pas pu la faire puisqu'on est académique, elle a la particularité d'incorporer une machine Java. Ça veut dire que notre applet EAP, donc les méthodes EAP qui sont implémentées là-dedans sont écrites en Java. Ça veut dire que tout à chacun peut le faire. Tout à chacun peut développer ces méthodes. Donc, deux organismes conjoints qui sont le Java Card Forum et le WLAN Smart Cards Consortium ont proposé déjà une API pour les Java Cards, une API EAP pour les Java Cards, qui évidemment, donc vous voyez, en fait l'idée c'est que vous avez dans votre carte à puce, vous trouveriez un moteur EAP. Donc il y a un moteur, et ce moteur va cacher des méthodes comme EAP TLS, EAP SIM, EAP Kerberos, EAP ce que vous voulez, parce que je n'ai pas d'idée sur ce qu'il faut utiliser comme méthode d'authentification, ça c'est de la politique. Et donc, ce moteur, on va l'interfacer. Donc ce que vous allez écrire, vous, en tant que
donc que déployeur, que fournisseur de Madame l'accès sans fil. C'est un applet particulier qui sera votre méthode pour accéder au réseau. Et donc l'avantage, c'est que par exemple, vous n'allez pas réécrire TLS, vous allez juste mettre des certificats dans cette carte. Si vous faites de la PKI, si vous faites du Kerberos, ben, vous allez mettre ce qu'il faut pour faire du Kerberos, vous allez mettre vos clés d'ES, etc. Donc une API Java. Alors, mais la carte EAP, qu'est-ce que c'est? La carte EAP, ben, c'est une idée toute bête, c'est de dire ben, on va traiter directement les messages EAP dans une carte à puce. Donc je reviens au schéma qu'il y avait tout à l'heure ici. Hop, il faut que j'y arrive, voilà. Donc tout à l'heure, j'avais un PC qui traite les messages EAP. Ben, maintenant, je fais un cran de plus, et ces messages EAP, je les envoie à la carte à puce. C'est l'avantage qu'on emballe tout dedans. Alors j'attire votre attention que si vous faites de l'EAP TLS, ça veut dire que la PKI est complètement stockée. La chaîne de sécurité est entièrement stockée dans votre carte. Ça veut dire qu'en fait, strictement parlant, c'est pas le PC qui est identifié, c'est ça. Et le PC, ce n'est plus qu'un relais pour aller envoyer vos paquets EAP sur le point client dans cet objet-là. Donc où j'en suis. Donc, je ne sais plus où c'était. C'était là. Donc un profil EAP, donc on a défini ce qu'on appelle des profils EAP, donc c'est un guide pour implémenter certains protocoles. Certains protocoles sont faciles à implémenter et d'autres ne le sont pas. Par exemple, EAP MD5 est trivial à implémenter dans une carte à puce. EAP TLS, ça peut être plus difficile. Et puis pour EAP SIM, c'est pareil. Donc vous faites. On a défini la notion d'identité. Une identité est un pointeur sur un triplet. Et donc l'ID EAP, donc l'identifiant EAP, le type d'authentification que vous utilisez et les lettres de crédit. Et donc vous pouvez stocker autant d'identités dans la carte que vous voulez. Vous êtes limité entre 64 kg et 1 mégaoctet, mais ça commence à faire quand même. Et donc cette carte gère de multiples protocoles et de multiples identités. Et vous avez 2 PIN codes, un pour l'utilisateur et un pour l'émetteur. Donc les services de cette carte, bon bien sûr cette carte traite tous les messages EAP. En fin d'une session, elle calcule la clé de session. Elle peut contenir un profil utilisateur, en gros une liste de données par exemple. L'idée c'est d'avoir la liste des SSID préférés et d'avoir la liste des certificats que vous utilisez pour telle authentification. Donc un profil, c'est des données en plus pour le terminal. C'est pour aider les operating systems à choisir par exemple si vous dites voilà la liste des SSID sur lequel je suis autorisé. Sur ces SSID, je fais du TLS et j'utilise tel certificat. Ben ça, c'est utile parce que vous l'avez là et vous l'avez pas là. Donc, au lieu de configurer votre PC, vous configurez votre carte. Interface avec le système d'exploitation. S'il y a plusieurs identités, il faut les lister, il faut les découvrir, il faut en choisir une. Interface de gestion et de personnalisation, ben, faut les personnaliser, ces cartes. Hein. Si vous avez 10 000 utilisateurs, il faut mettre des choses dedans. Et puis, bien sûr, la gestion des PIN codes. Donc la voilà, vous la voyez, donc cette table avec les identités, ces différents profils, EAP MD5, EAP TLS, EAP SIM, EAP ce que vous voulez, c'est clair. Si vous avez une méthode, vous la mettez dedans, et ces différents services. Bon, on va y revenir sur l'intégration avec le système d'exploitation. Donc effectivement, il faut trouver un chemin pour que cette carte reçoive les paquets EAP. C'est tout bête, mais si ça n'existe pas, ça ne marche pas. Bon, EAP SIM, alors j'ai vu que sur l'original, sur la publication, sur le papier, il y a cette... EAP SIM, qu'est-ce que c'est? Deux mots sur EAP SIM, parce que beaucoup de gens parlent de EAP SIM aujourd'hui. Il faut revenir au schéma que j'avais tout à l'heure. Donc les gens qui offrent des réseaux GSM ont ce qu'ils appellent un Host Location Register, donc une base de données avec votre nom, prénom, code postal et un moyen de paiement. Donc tout naturellement, ce que font tous les fournisseurs de téléphonie mobile aujourd'hui, c'est qu'ils disent eh ben, on va prolonger notre réseau GPRS par des hotspots. Et bien sûr, ce qu'on va mettre sur le PC, quand vous êtes connecté à un hotspot de chez Orange, Bouygues, etc., eh ben, on va vous authentifier par la carte SIM, de telle manière que vous soyez facturé par votre opérateur. Qui tient l'authentification, tient les cordons de la bourse. C'est ça le truc. Donc, comme les cartes SIM, il s'en fait 500 millions par an, comme il y en a plein les tiroirs, comme ça vaut quoi, une carte SIM, ça vaut $1. Donc, l'idée est de réutiliser mes cartes SIM pour l'authentification dans les réseaux Wi-Fi. Seulement, voilà, les cartes SIM, elles font une authentification simple, hein, une clé secrète de 128 bits qui est dans votre carte SIM, qu'on appelle la clé KI. Et les recommandations des réseaux Wi-Fi, c'est de la mutuelle authentification. Donc, au-dessus de l'algorithme utilisé en téléphonie, on a fabriqué un algorithme qui fait de la mutuelle authentification.
Et donc, c'est ça l'idée de APSIM. Donc, ce qu'a fait, pour ne pas le nommer, le consortium, c'est qu'en fait, il a mis des éléments de sécurité additifs dans une carte SIM qu'on appelle la WLAN SIM ou la SIM étendue, c'est-à-dire que les éléments de sécurité qui étaient extérieurs à la carte ont été réintégrés dans la carte. Et puis, on dit de cette carte qu'elle est pré-EAP, puisqu'il y a quand même, elle traite un paquet EAP, mais un seul. Elle n'est pas EAP générique, sachant que l'EAP SIM, en technologie EAP, ça veut dire que vous mettez entièrement EAP SIM dans la carte à puce. C'est un autre EAP. Celle-là est hybride, si vous voulez. C'est le chemin de migration, si vous voulez, entre, si je la retrouve, voilà, entre une carte SIM qui serait ici et une carte EAP qui serait là. Il y a la WLAN SIM qui est quelque part un point de passage technologique au milieu, parce que on ne fabrique pas comme ça des centaines de millions de cartes. Donc voilà pour EAP SIM. Donc EAP SIM. Alors EAP SIM est donc à l'UETF qui pousse EAP SIM, qui est le chairman, qui a fait le draft de EAP SIM, c'est Nokia, clairement. Et qu'est-ce que Nokia vend? Nokia vend des solutions d'authentification EAP SIM. Et l'intérêt évidemment d'une méthode standard, c'est qu'elle est supportée par les hubs Cisco, etc. Voilà pour l'histoire de EAP SIM. Alors, deux mots sur la plateforme Microsoft et comment c'est fait. Ça a une importance pour nous. Enfin, ça a une importance. C'est une importance parce que quand même, aujourd'hui, le parc majoritaire, le demi-milliard de PC en circulation sur la Terre, c'est majoritairement Windows. C'est comme ça, on va dire. Donc, comment ça marche sur Microsoft? Sur Microsoft, comment est-ce que EAP est implémenté? EAP, c'est une DLL. Et donc, il y a une machine EAP. Cette DLL, donc, a une particularité, c'est qu'il n'y a qu'une seule DLL EAP par type d'authentification. Par exemple, si vous utilisez EAP TLS, ça veut dire qu'il y a une seule DLL dans la machine qui va supporter EAP TLS. Alors, vous dites c'est anodin. Non, c'est pas anodin, parce que si vous utilisez une DLL de chez... Il s'avère que quand vous regardez comment c'est fait chez Microsoft, la même DLL supporte tous les types EAP qui sont faits par Microsoft. Donc, en gros, soit vous utilisez l'authentification qui est vendue par Microsoft. Par exemple, si vous voulez faire votre TLS à vous enlevez la DLL de chez Microsoft. Donc c'est l'un ou l'autre exclusif. Donc c'est pas si anodin qu'il y paraît, parce que ça veut dire que si vous voulez faire votre TLS à vous, eh bien vous êtes obligé de ne pas utiliser, pour toutes vos authentifications, la bibliothèque qui est fournie par Microsoft. Donc c'est pas aussi anodin qu'il y paraît. Mais par contre, une seule librairie peut supporter plusieurs types d'authentification, ce que Microsoft fait. Donc cette DLL a un cœur qui est vraiment chargé par le système au moment où il boot. Ce cœur en particulier traite les méthodes EAP. Et puis il y a une partie qui est variable, c'est-à-dire qu'il peut être implémenté par d'autres DLL, par exemple pour personnaliser, pour donner des paramètres au protocole et pour établir une concurrence finalement. Donc voilà comment marche une carte EAP quand on l'utilise dans un système Microsoft. Donc il faut avoir une DLL particulière. Et cette DLL particulière, en fait, en gros, elle est initialisée par des boîtes de dialogue où on va donner pour votre rentrée votre PIN code et ce genre de choses. Et puis à chaque fois qu'un paquet EAP va arriver, eh ben, ce paquet EAP, on va l'envoyer à la carte à puce qui va produire une réponse. Alors voilà comment se passe. Voilà les écrans que vous obtenez sur une plateforme XP. Donc là, je suis dans XP. Si j'avais mon PC, je pourrais vous le montrer, puisque évidemment, ce machin est tout à fait fonctionnel. Donc vous allez dans les propriétés de votre connexion, vous choisissez donc propriété d'une interface 802.11. Vous dites je veux utiliser 802.x. Bon, très bien, je vais utiliser 802.x. Et donc dans 802.x, il y a la liste de toutes les DLL installées sur votre machine. Vous dites je veux choisir celle-là, je vais utiliser une carte EAP. Alors vous allez dans la base de registre, et dans la base de registre, vous voyez effectivement qu'il y a une clé pour EAP. Il y a une clé. 13, c'est EAP TLS. 4, c'est EAP MD5. Et 7, c'est un EAP qu'on appelait SHA-1, nous. Donc vous voyez que cette DLL est installée. EAPcard.dll, c'est la DLL qui supporte les cartes à puce. Vous voyez que cette DLL est capable justement de recevoir des clés de session. C'est-à-dire que si vous utilisez ça, vous allez avoir une clé web qui va vous être allouée dynamiquement et pas statiquement. Toujours ça de prix. Et donc elle est installée dans la machine. Si vous cliquez sur propriété, vous avez justement une boîte de dialogue qui apparaît. Et là, qu'est-ce que vous voyez dans cette boîte de dialogue? Vous voyez, il y a un détail sur le nom de l'application à démarrer. Essentiellement, dans cette boîte de dialogue, il faut fournir le PIN code pour accéder à votre carte à puce. Donc, vous accédez à votre carte à puce.
Et là, donc, vous allez accéder à la boîte de dialogue qui contrôle cette carte EAP. Et dans cette carte EAP, vous voyez la liste des identités qui apparaissent. Donc, j'ai des identités. Derrière chaque identité, mais vous ne le voyez pas, il y a le type EAP, les credentials, les certificats et tout ce qu'on arrivera à mettre dedans. J'en choisis une. Et après, j'ai un petit icône de test pour vérifier. Là, en l'occurrence, qu'on soit, c'est un paquet d'identités de réponse pour vérifier que tout ça marche. Et donc après, vous allez mettre cette clé sur votre système et ça va fonctionner. Voilà. Ça va fonctionner, donc soit au format carte, soit au format USB, selon le type de machine. Il est bon de savoir qu'à partir de Noël, tous les ordinateurs, c'est une grosse marque d'ordinateurs que je n'ai pas citée, mais c'est eux qui ont la majorité du marché. Allez savoir pourquoi, à partir de Noël, tous ces ordinateurs-là, qui sont quand même américains, seront munis d'un lecteur de carte à puce en série. Donc il y a des histoires qui sont en train de se raconter. Donc tout ça pour dire que la sécurité... Voilà, conclusion. Ben voilà, j'ai à peu près tenu mes temps. Conclusion, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini, alors pour la petite histoire, cette aventure de carte EAP a commencé avec Robert Langeon, qui est peut-être là, donc qui est directeur de la sécurité au CNRS. Et donc cette histoire a commencé il y a 2 ans, quand je me suis aperçu en écrivant un papier pour la revue Sécurité informatique, suite à une présentation à InfoSec, quand je me suis aperçu, donc j'avais travaillé sur cette présentation, j'avais commencé à travailler autour de AP 802.x, etc. Et je me suis aperçu qu'effectivement, là, il y avait un bon créneau pour faire quelque chose, pour augmenter la sécurité dans les systèmes. Mais la sécurité, c'est toujours pareil. La sécurité, si vous voulez, tout le monde en parle, mais personne ne la déploie parce que la sécurité était quelque chose qu'on rajoute au système et qui n'apporte aucune fonctionnalité. Quand vous utilisez un réseau sans fil, ça marche, d'accord. Sans sécurité, ça marche. Donc la sécurité, c'est ennuyeux. La sécurité, c'est ennuyeux pour l'utilisateur, parce que s'il faut commencer à dire « j'utilise ma machine avec ça, je mets le certificat ici et machin et truc », c'est ennuyeux. Donc il faut que la sécurité soit transparente. Il ne faut pas embêter l'utilisateur avec la sécurité. Donc il faut qu'elle soit transparente. Il faut qu'elle soit préinstallée sur le PC. Donc l'idée est venue de dire effectivement EAP dans les cartes à puce, tiens, c'est un sens parce que ce coup-là, on va derrière EAP, on va récupérer toutes les méthodes d'authentification qu'on peut utiliser. Elles sont nombreuses, la SIM, le TLS, le PKI, Kerberos, le Microsoft Challenge Access Password, etc. Donc autant de méthodes que vous voulez, autant que vos serveurs Radius sont capables de supporter. Et votre méthode si ça vous plaît. Donc on a inventé ces cartes à puce qui sont adaptées à ça. On en a fait un draft ETF. Aujourd'hui, on en est à la 4e version de ce draft. Un draft, ça se change tous les 6 mois, un peu moins, enfin en gros tous les 6 mois. Donc on est allé aux 4 derniers IUTF et on a présenté à chaque fois ces 4 drafts dans la session EAP. Donc encadré par, on va dire, par le EAP Microsoft et par la carte SIM Nokia. Et donc on a donc codé ça en Java, donc on a fabriqué ce draft IUTF. Donc il y a des industriels on a fabriqué ce WLAN Smart Cards Consortium, donc il y a le mérite qu'il existe et que bon, ça permet de dialoguer sur la faisabilité industrielle de ce genre de choses, c'est quand même fondamental. Donc aujourd'hui, on a montré que ça marchait avec les cartes à puce actuelles. Bon, faut pondérer peut-être pour certains protocoles un peu particuliers, compliqués. Puis si vous le faites en Java, c'est quand même plus dur que si vous avez une API Java où c'est fait en natif et bien protégé, vous n'avez plus qu'à réutiliser. Donc tout ça marche. Tout ça marche. On a intégré ça aux plateformes Windows parce qu'il faut, pour que ça ait un sens, faut que moi chez moi je m'en sers. Donc je vois quels sont les défauts. Je vois surtout que ça marche. Que quand ça marche pas mal. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que j'oublie que je suis authentifié chez moi parce que j'ai mon token. Donc aussitôt que je suis dans mon réseau, ça marche. Et je suis authentifié toutes les 5 minutes ou toutes les minutes. Ça dépend de ce que j'essaie de voir, ce que ça crée comme contrainte. Donc tous les éléments, maintenant ça montre que ça marche tout ça. Et puis avant on disait oui mais il n'y a pas de lecteur de carte à puce sur les PC. Oui mais il y a des ports USB sur les PC. Vous avez des cartes à puce, c'est réservé aux gens qui ont des gros moyens. Non, parce qu'il y a des cartes Java. Vous pouvez développer vos applets si vous voulez. Donc finalement vous pouvez le faire si vous voulez. Donc voilà, donc maintenant le tout est de savoir si cette approche-là elle va fonctionner en sachant qu'elle n'est pas tout à fait américaine.
et que la carte à puce est quand même quelque chose qui est d'origine européenne. Mais en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que les Américains vont commencer à émettre des passeports à carte à puce en 2004, donc ils en auront avant nous, et que les Français, eux, ont une carte d'identité à puce. Elle est annoncée pour 2006. Enfin, elle est annoncée pour 2006. Bon, voilà, j'en ai terminé. Vous avez des questions ? Patrick Henry, Université de Bordeaux, l'Abri. Vous avez dit tout à l'heure qu'une carte à puce est intéressante parce que c'est un objet unique et qu'on ne peut pas le copier ou le donner à quelqu'un. Or, j'ai trouvé, moi, plusieurs fournisseurs qui sont capables, pour une poignée de dollars, de me faire un clone d'une carte à puce. Je dirais que ça dépend quelle carte à puce. Si vous la clonez, ça veut dire que le niveau de sécurité est nul. Bon, si vous parlez d'une YesCard, prenons le cas d'une YesCard. Je donne des tas de cours sur les cartes à puce. Une YesCard, qu'est-ce que c'est qu'une YesCard ? Une YesCard, en fait, c'est quelqu'un qui, tout simplement, copie des zones de la carte qui sont copiables. C'est comme ça. Alors, si vous avez une qualité d'imprimerie suffisante, et si vous voulez, par exemple, si on copie le contenu de votre carte bancaire, donc il faut que vous donniez le PIN code, etc. Si on copie certaines zones, alors effectivement, vous allez être débité sur cette carte s'il n'y a pas de contrôle online. Maintenant, pour vraiment casser une carte bancaire, il faut trouver la clé DES qui est dedans. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que jamais aujourd'hui, personne n'a trouvé la clé DES qui est dans une carte bancaire. Parce qu'il faut casser DES. Donc, ce qui a été fait sur les cartes SIM, quand Berkeley a cassé l'algorithme COMP 128-1, ce que Berkeley a cassé, c'est pas la clé KI qui était dans la carte à puce, c'est l'algorithme COMP 128-1. Quand Umpish a fait des YesCards, parce que pour que ce soit plus fun, Umpish a fabriqué un faux identifiant, ce qu'on appelle des valeurs de signature. Ce que Umpish a cassé, c'était une clé RSA de 320 bits avec un software qu'il avait trouvé sur le web. Et n'importe qui est capable de casser une clé RSA de 320 bits. Donc, mettez de mauvais algorithmes dans une carte à puce et elle est parfaitement clonable si votre algorithme est cassable. Maintenant, mettez une clé RSA de 2048 bits dans une carte à puce et essayez de le casser. Si vous cassez RSA 2048 bits, c'est bien pour vous parce que vous allez être connu. Et sinon, si vous y arrivez, c'est que vous avez affaire à une mauvaise carte à puce. Parce que c'est quand même le but de la carte à puce, son seul et unique but, mais d'un point de vue de la sécurité, c'est que quand vous exécutez un algorithme dans cette carte, vous ne soyez pas capable de lire la clé qui lui est associée. Si vous le faites, c'est que ce que vous avez en face à vous, c'est un microcontrôleur standard. Par exemple, il y a beaucoup de gens, si vous allez aux États-Unis, il y a plein de gens qui vont vous faire au format carte à puce. Qu'est-ce que c'est pour une carte à puce ? C'est un microcontrôleur standard qu'ils vont acheter chez un vendeur de circuit X sans sécurité. Donc pourquoi est-ce que l'Europe et la France en particulier est en avance sur ce domaine ? Parce que ce qu'il faut comprendre dans la carte à puce, c'est que ce qui est difficile, c'est de faire un calcul dans un processeur qui, somme toute, est quasi standard, et de faire en sorte qu'on ne puisse pas trouver la clé associée au calcul. C'est ça qui est difficile. Donc c'est ça qui est tout le savoir-faire qui a été développé par les Français en particulier pendant 20 ans. Et l'enjeu, il est là. Si demain je dis, prenez le cas de la signature électronique. Bon, si vous exécutez un calcul RSA sur votre PC, déjà, de nombreux utilisateurs trouvent que leur fiabilité du système, la fiabilité du légendaire système que tout le monde utilise est assez faible. Bon, maintenant, dites, mais la signature électronique, je vais la faire sur cette machine. Bon, quelqu'un qui écrit un algorithme RSA et qui est non initié, son algorithme RSA, il est cassable par écoute. Donc, c'est un métier. Et donc, voilà. Donc, il suffit pas de dire, j'ai une puce qui fait un calcul pour que vous ayez de la sécurité pour autant.
Et c'est là le petit savoir-faire, on va dire le savoir-faire français, c'est qu'il y a quelques entreprises capables de faire des cartes qui sont raisonnablement solides. Par exemple, les cartes bancaires françaises, que je sache aujourd'hui, j'ai pas vu de clone. Un clone, ça veut dire, je vais vous dire, ça veut dire un clone. Vous arrivez dans un distributeur bancaire, il y a un contrôle online de la clé DES qui est dedans, et vous avez réussi à dupliquer cette clé DES. Si vous faites ça, vous êtes number one. Et vous avez cassé le système bancaire français, et croyez-moi, ça se saurait. Parce qu'il y a de l'argent. Maintenant, si vous faites une yes card, vous gagnez 500 francs. Et vous allez en prison si on vous prend. Ceci étant, ça vous oblige à faire un peu de... Il faut être expert pour faire une yes card, parce que arriver chez un commerçant avec une carte blanche, par exemple, moi, admettons, je prends une carte Java, et j'en fais une yes card. J'arrive avec ma carte qui a écrit Java is the best from Sun, ou une carte blanche. Le commerçant, est-ce qu'il va confondre ça avec une carte bancaire? Il ne la regarde pas beaucoup, mais quand même, ça veut dire que je vais faire de l'impression par-dessus, etc. Ceci dit, pour la petite histoire encore, quand vous allez aux États-Unis ou en Angleterre, il n'y a absolument aucune puce dans les cartes. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on lit sur la piste magnétique, c'est le numéro de votre carte, et c'est tout. Et avec ça, il y a des centaines de millions de gens qui font du commerce. Donc ça veut dire que si le système répréhensif est assez fort, ça marche aussi. Je veux dire, on ne met pas en prison 350 millions d'Américains. D'ailleurs, quand je vais aux États-Unis, je ne pars jamais avec une carte à puce, ça ne sert à rien. Je prends toujours une carte avec une piste. Et dernière chose aussi, c'est que les Américains ont tellement confiance, sont des gens qui ont tellement confiance qu'il est très courant que les gens laissent chez un commerçant leur carte, en disant comme ça, quand je reviendrai, vous aurez ma carte. Nous, on a des cartes à puce qui nous sécurisent. Et puis, il faut savoir aussi, pour en terminer avec ça, qu'en France, par exemple, vous ne pouvez pas payer avec une carte américaine, tout simplement parce que la législation française, c'est un problème de droit, dit qu'une transaction n'est reconnue qu'à partir du moment où vous avez tapé votre PIN code. Ça veut dire que quand vous payez un commerçant avec une carte sans puce, donc sans PIN code, vous êtes en droit de dire que vous n'avez pas payé. C'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose sur le web, en droit français, vous n'achetez rien du tout. Vous pouvez très bien faire opposition et la banque ne débitera pas quelque chose où il n'y a pas eu un certificat qui dit que le code PIN a été entré. Ça, voilà ce que c'est que le droit français. Et les Américains n'en sont pas là, mais pas là du tout. Et s'ils s'intéressent à la carte à puce, c'est que précisément, quand même, cette notion de code PIN, de code PIN et d'espace non clonable, pour le commerce et pour la sécurité, ça commence à les intéresser. Alors si on fait ça sur les réseaux sans fil, je ne vous explique pas. Si vous avez un mot de passe pour accéder à un réseau sans fil avec un bon débit, ce qui va arriver à votre réseau sans fil au bout de quelques mois. Le mot de passe, il sera connu de tout le monde. Je crois qu'il y a une autre question là. Oui, donc moi j'avais une question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous vous intéressiez pas particulièrement aux méthodes d'authentification qui vont être choisies. Donc on a bien compris que la carte à puce, ça va permettre d'authentifier les clients de façon très sûre. Ma question, elle concerne plutôt le 802.1x et les serveurs Radius, puisqu'on a dit qu'il fallait qu'il y ait un secret partagé entre le point d'accès et le serveur pour qu'on puisse, je dirais, authentifier l'équipement qui est au milieu de la communication de la transaction. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on a comme moyen de sécuriser l'identité de ce point d'accès et qu'est-ce qu'on risque si on a une borne pirate donc, qui arrive à connaître le secret du radius et à se présenter comme un point d'accès authentifié? Je peux essayer de vous donner un exemple. Ça va se produire, je pense. Il y a effectivement, quand c'est des choses qui sont en train de commencer à se produire, vous êtes sur un campus et vous avez une borne qui fait du sans fil. Et il apparaît naturel, par exemple, que petit à petit, vous ayez des accords avec des opérateurs de téléphonie mobile, de telle sorte qu'un client de chez Orange puisse, à travers votre campus, accéder à son compte sur Orange. Donc ça veut dire qu'il va d'abord traverser votre serveur Radius, le premier, parce que c'est celui qui est derrière vos access points. Comme vous voulez gagner un peu d'argent, vous allez vous positionner en tant que revendeur de clients à Orange, en quelque sorte. Donc vous allez vous connecter de votre serveur Radius, vous allez rebondir vers un deuxième qui sera celui d'Orange, par exemple. Et à ce moment-là, effectivement, il y aura un point sensible parce que vous allez donner finalement à votre serveur Radius, vous allez
partager un secret avec Orange. Et effectivement, ça veut dire que vous aurez le droit de remonter des clients à Orange. Donc effectivement, c'est un point sensible, ce secret partagé sur Radius. Alors, on peut reculer d'un secret partagé. Il y a des gens qui proposent ça, notamment des gens comme Microsoft ou Cisco. Vous pouvez tuner Radius dans IPsec. C'est une première solution. Vous protégez Radius par IPsec parce que la sécurité de Radius est très faible, puisque c'est une sécurité par mot de passe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui enregistre le protocole Radius, il peut prendre son temps et faire une attaque par dictionnaire. Il peut mettre plusieurs jours, donc il enregistre quelques trames et il essaie de trouver le secret partagé. Donc il a du temps et au bout de quelques jours, je dirais que dans quelques pourcents de mes cas, on va dire comme ça à la louche, entre 5 et 10% de mes cas, il va trouver le secret partagé que vous utilisez. Donc, comme il peut le rejouer offline, il va trouver le secret partagé. Et donc, le risque que vous prenez, c'est le risque que vous prenez, c'est d'autoriser certaines connexions, si bien sûr quelqu'un casse le mot de passe d'un utilisateur. Et il y a un autre point qui est un point sensible. Et à nouveau, on est dans des objets pas normalisés. Quand vous regardez comment c'est fait, les gens descendent des piles de software sous Linux avec FreeRadius, OpenRadius, et puis bien sûr il y a OpenLDAP, FreeLDAP, on met tout ça ensemble, et finalement vous apercevez que la sécurité de cet objet-là est à peu près nulle, c'est-à-dire en fait personne vous dit, voilà, vous avez un annuaire avec 1000 personnes, et comment vous voulez sécuriser ces mots de passe? Un point sensible dans les implémentations que j'ai vues, ce qui se passe quand c'est des protocoles à mot de passe, alors à clé RSA c'est encore pire, c'est qu'en fait le serveur Radius va aller directement lire le mot de passe sur l'annuaire LDAP et puis va faire le calcul. Donc c'est-à-dire que les mots de passe ils transitent en fait en clair et librement entre le serveur Radius et l'annuaire LDAP. D'où nouveau problème de sécurité. Donc c'est un point sensible. Alors, il y a déjà des gens, et c'est un sens, qui proposent par exemple une solution, vous mettriez une carte à puce sur le serveur Radius. Je pense que c'est un sens fort quand vous êtes un proxy. C'est un sens fort. Vous pouvez mettre des cartes à puce par où vous voulez, je veux dire. Les cartes à puce, vous pouvez les mettre. Chaque fois que vous avez un problème critique, le problème c'est le clonage. La carte à puce, c'est pas parfait, mais c'est l'avantage que ce secret est unique. C'est une de ses bonnes propriétés. C'est-à-dire, voilà, il est dedans. Maintenant, si on vous la prend, vous allez vous en apercevoir qu'on vous l'a volé puisque ça marche plus. C'est déjà un avantage. Donc en fait, tandis qu'un mot de passe, quelqu'un vous le prend, vous ne le savez pas. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes sur la sécurité. Ça, c'est l'histoire qui est arrivée à Yahoo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a 2 ans. Yahoo, toutes les transactions online, il fallait donner son numéro de carte bancaire. Ça aboutissait sur un disque dur. Il y en avait, je ne sais pas combien, il y en avait plusieurs centaines de milliers. Le gars était mal payé, il est parti avec le fichier des numéros de carte bancaire et puis s'est amusé avec ça. Donc quelque part, dans ces histoires d'annuaires sous Radius, on est exactement dans la même histoire. C'est-à-dire que les mots de passe sont sur le serveur. C'est moins critique si vous avez une PKI. Vous avez une PKI, une PKI, vous stockez que des éléments, vous stockez par rapport à l'utilisateur, vous stockez que des éléments publics, donc c'est vrai que c'est moins critique. C'est d'ailleurs pour ça que Microsoft a 2 solutions. Dans sa solution de sécurité, c'est comme si vous regardez ce qu'ils ont fait sous Windows 2003, il y a les mots de passe traditionnels, et puis l'inconvénient des mots de passe, c'est qu'ils sont sensibles aux attaques par dictionnaire. C'est pour ça qu'on a inventé les tunnels sécurisés dont on a parlé tout à l'heure, PIP. PIP, ça a été poussé par Microsoft, c'est une invention Microsoft, et c'est fait pourquoi? Parce que quand vous utilisez un protocole à mot de passe, on l'enregistre, et offline, on peut essayer de trouver le mot de passe. L'intérêt de PIP, c'est que vous évitez ça. L'autre alternative, vous supprimez les mots de passe, et une bonne façon de faire ça, c'est de la PKI. Parce qu'il n'y a plus de mots de passe, donc il n'y a plus d'informations sensibles. Mais avec PKI, vous avez le problème de savoir où est la clé privée de l'utilisateur. Dans un système Microsoft, elle est sur le PC. Voilà. Et nous, on la mettrait dans une carte à puce. On pense que c'est mieux. Je pense que Microsoft pense le contraire. Pour respecter notre agenda, je propose que vous continuiez les discussions avec Pascal pendant le déjeuner.
Et voilà, merci.